Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI 1 pour ce nouveau numéro du Club de la Presse, dans un contexte national marqué par des moments forts de notre vie politique institutionnelle. Nous nous retrouvons ce soir pour analyser, décrypter et débattre avec rigueur et la liberté de ton qui font la marque de notre émission. À l'ordre du jour ce soir, 3 dossiers majeurs qui intéressent au plus haut point la nation et le monde entier. Premièrement, nous décrypterons le discours à la nation prononcé le 31 décembre 2025 par le président de la République. Quels sont les messages forts, les orientations stratégiques et les promesses à retenir? Quelle lecture en faire au regard des défis économiques, sociaux et sécuritaires du moment? Deuxièmement, nous nous pencherons sur la nouvelle Assemblée nationale issue des dernières élections législatives. Quelle est sa nouvelle configuration? Quels sont les enjeux de sa première session? Quelle dynamique politique nous annonce-t-elle pour la suite du quinquennat? Et pour terminer, nous ferons un tour sur le continent américain pour évoquer cette arrestation spectaculaire du président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse par les États-Unis dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier. Pour en parler, je suis entouré ce soir de 4 éminents journalistes, faits analystes de la vie politique ivoirienne et internationale. Michel Betta, vous êtes le directeur général du tabloïd Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir Ahmed, bonne année à toi. Merci, bonne année à vous aussi. Nos téléspectateurs. Et bienvenue sur ce plateau. Bledson Mathieu, secrétaire général de rédaction au groupe Fraternité Matin. Bonsoir. Oui, bonsoir Ahmed. Merci d'avoir bienvenue aussi effectivement aux téléspectateurs. Bonne année à vous également. Saint-Claver Oula, vous êtes journaliste éditorialiste à Le Panafricain. Bonsoir. Bonsoir, chers confrères, mes meilleurs Merci vœux. d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Merci. Meilleurs vœux à vous également. Et puis enfin, Lanciné Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Ahmed Sidoué. Vous êtes journaliste et chef du service économie de RTI 1. C'est bien cela. Bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Je suis heureux de vous accueillir comme chaque dimanche. Et notre regard sur le terrain sera assuré par notre reporter Davy Soyo. Ne zappez sous aucun prétexte, le débat va commencer juste après le générique. Nous ouvrons le débat avec le discours à la nation du président de la République prononcé à la lisière de l'année 2026, un exercice solennel qui fixe souvent le cap pour la période à venir. Le décryptage de notre premier sujet, c'est juste après le planting du décor avec notre élément proposé par Davy Soyo. Comme il est de tradition, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation ce mercredi 31 décembre 2025, veille du Nouvel An. Dans son discours, le chef de l'État, Alassane Ouattara, exprime sa profonde reconnaissance au peuple ivoirien pour la confiance renouvelée lors de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et des législatives du 27 décembre dernier. Scrutin qui confirme l'adhésion de la majorité des Ivoiriens à sa vision et à son projet de société. Alassane Ouattara dresse également le bilan de l'année écoulée et décline les grandes priorités du pays en 2026. Il réitère sa volonté de bâtir une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire, une nation forte, performante, respectée et souveraine. Le chef de l'État se veut rassurant quant à la poursuite des grands chantiers de modernisation du pays. Infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et hydrauliques, l'industrialisation et la transformation des matières premières lui tiennent personnellement à cœur. Le président de la République envisage aussi élargir son programme social. Avec un ton ferme, Alassane Ouattara entend lutter contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de transparence et de bonne gouvernance en Afrique. Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs. On l'a vu dans cette analyse de Davy Soyo, le discours du président Alassane Ouattara à la nation le 31 décembre 2025. Quel commentaire faites-vous de cette adresse à la nation, Bledson Mathieu? Oui, c'est le message d'un candidat élu, du nouveau président de la République en fin d'année et qui explique un peu ce qu'il va faire en 2026. C'est l'essentiel, en tout cas, en ce qui me concerne, que j'ai retenu. Un message aussi cohérent par rapport
à son programme de campagne, programme qui avait été développé à l'époque par le Premier ministre Patrick Achi. Et le président de la République dit on va garder la paix, premier élément, on va accentuer, on va continuer les infrastructures, mais on va surtout développer le capital humain, on va développer donc le secteur privé qui génère les emplois pour les jeunes, qui génère aussi, il a parlé de valeur ajoutée, des taxes pour l'État, et on va continuer avec tout ce qui a un caractère social est revenu plusieurs fois sur le mot d'une Côte d'Ivoire solidaire. Il est donc resté constant avec les promesses faites pendant la campagne, avec les raisons pour lesquelles son parti a sollicité qu'il soit candidat, c'est-à-dire maintenir la paix, parce que c'est vraiment l'élément fondamental de développement, revenir sur les infrastructures, parce que c'est avec les infrastructures, quoi qu'on dise, ce sont les infrastructures qui permettent d'attirer les investisseurs, qui permettent de développer le secteur privé. Si vous avez une usine, qu'elle soit à Korogo ou à Abidjan, il faut bien des routes pour distribuer les produits qui sortiront de cette usine. Et donc, maintenant que les infrastructures, c'est assez poussé, il va continuer. Il a parlé aussi d'infrastructures ferroviaires. Je pense qu'il faisait allusion au TGV, dont on verra certainement démarrer les travaux. Et surtout le secteur privé, parce que c'est fondamentalement aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, c'est en termes d'infrastructure, la Côte d'Ivoire a atteint un certain niveau. Il reste maintenant le capital humain, le volet emploi, le volet redistribution des richesses, qui signifie qu'il faut permettre à chacun d'avoir un emploi, d'avoir une vie décente. Ce n'est pas de l'argent à distribuer à un guichet, mais c'est faire en sorte que les richesses du pays puissent profiter à ceux qui ont envie de travailler. Dieu seul sait combien de fois les jeunes nombreux en Côte d'Ivoire sont résolus, sont pleins d'énergie et de volonté pour pouvoir travailler. Michel Betta, selon vous, quelle a été la tonalité du discours du président Alassane Ouattara? Est-il tourné vers le bilan ou bien des projections vers de nouveaux défis? Bon, avant d'en arriver à la tonalité du discours, il faut le dire, c'est un discours, comme on l'a dit, c'est un axe majeur de politique nationale que d'adresser un message à la nation chaque année. Et ça dénote un peu de la légitimité de celui qui est là. C'est plus que c'est moi, je suis là. Mais en dehors du ton, comme vous le dites, le ton est toujours solennel. Comme on l'a dit, c'est un discours de routine. C'est un discours de routine, c'est la tradition. Chaque année, le président fait un discours. Mais pour comprendre mieux son discours, moi, je pense qu'il faut le coller à la réalité. Vous savez, on sort d'une élection, le président l'a dit, d'une élection présidentielle où on a eu un schisme entre l'opposition et le pouvoir en place. L'opposition n'a pas eu ses candidats comme il se voulait pour compétir. Donc, il y a un contentieux électoral qui est là. Donc, vis-à-vis de ce contentieux électoral-là, qu'est-ce qu'on fait pour que vraiment ces genres de situations, où même le président l'a dit, il y a eu 11 morts, il y a eu des morts. Donc, pour que ça ne se répète plus, on ne l'a pas vu dans le discours. Donc, je pense que ce discours-là, visiblement, son appel à la paix, son appel à l'unité, n'est pas transparent dans son discours. C'est plutôt un slogan. C'est plutôt un slogan que de vouloir que les actes. Parce que quand il libère même 4000, tous ceux qui ont été retenus, qui ont été attrapés, qui ont été mis en prison pendant la crise électorale, ne sont même pas concernés. Donc le président n'a aucun mot, aucun geste d'apaisement vis-à-vis de ce contentieux électoral-là. Moi, quand j'ai fini d'écouter le discours du président, j'ai dit, on n'est même pas sorti de l'ornière. C'est comme si on était dans une Côte d'Ivoire où un contentieux électoral est là, on fait de l'ignorer, alors que quand on se remémore un peu notre histoire commune, on sait que les contentieux électoraux ont été à la base des dérapages qu'on a connus jusqu'ici. Le coup d'État, la rébellion, c'est toujours des contentieux électoraux. Donc, moi, je pense un discours à la nation, après avoir passé ces étapes d'élection présidentielle marquées par des décès, par des prisonniers, on doit pouvoir vider ce contentieux-là. Et la meilleure manière... La République aurait dû s'apesantir. Mais c'est ça le plus important, parce que, en fait, toutes les infrastructures qu'il évoque, tous les chantiers, il a 15 ans de mandat. Il ne faudrait pas oublier, ce n'est pas un nouveau président, ce n'est pas un président nouvellement élu. Il a 15 ans de mandat, donc c'est des choses auxquelles on est habitué. On le voit tout dans ces discours. Donc, qui nous disent qu'il va poursuivre, c'est ce qui le contraire nous aurait étonné. Mais est-ce que les Ivoiriens sont satisfaits de la politique que vous avez poursuivie jusqu'ici, en 15 ans? C'est ça la grande question. Et quand on interroge les chiffres, on est en droit de se poser, de se rendre compte que non, puisqu'on nous dit que le taux de pauvreté a baissé,
on est à 37%. Mais quand on regarde le chiffre réel de ce taux-là, en 2011, quand on sortait de la crise, on était à près de 50%. Mais c'était 10 millions, 50% de 22 millions, on était à 10 millions. Aujourd'hui, on est à près de 11 millions de taux de nombre de pauvres, avec un taux plus élevé en zone rurale. Donc, quand on a ces questions-là, ce n'est pas de poursuivre la politique, c'est de pouvoir apporter des solutions efficientes à ces situations-là. On nous parle d'endettement excessif. Toutes ces questions-là sont laissées pour compte et on aborde des questions qu'on a abordées depuis 15 ans et qui, jusqu'ici, n'ont pas apporté de solutions efficientes à notre situation de pauvreté. Lansine Bakayoko, vous partagez l'avis de Michel Betta ou quelle est votre analyse du discours du président de la République? Alors, je pense que le président a dit ce que les Ivoiriens voulaient qu'il dise. Parce que les Ivoiriens, les préoccupations des Ivoiriens, ce n'est pas les préoccupations électoralistes. Ce n'est pas le problème de positionnement personnel pour dire, bon, tel devait être président, tel devait être élu. Non. Je crois que le président de la République a été élu pour partager la richesse aux Ivoiriens. Et partager la richesse aux Ivoiriens, c'est vrai, c'est leur donner des salaires, mais c'est aussi leur construire les meilleures conditions de vie. Et je crois que c'est pour ça que le président de la République a été élu. Il n'a pas été élu pour pouvoir gérer la carrière des individus, les positionnements des gens, des uns des autres, non. Et puis, je voudrais dire que il ne va pas s'appesantir sur des questions périphériques. 89% des Ivoiriens sont satisfaits du travail du chef de l'État. Parce que les dernières élections montrent effectivement qu'il a été élu à plus de 89%. Donc, ça veut dire que c'est un plébiscite, c'est quasiment toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est satisfaite de la façon dont la politique est conduite. À part quelques jérémiades de mauvais perdants, tout le monde est satisfait. On ne va pas s'attarder sur les faussetés, les récriminations, si vous voulez, les caprices de quelques... le président Bédier les avait appelés les irréductibles. Donc, je crois que le chef de l'État, les Ivoiriens l'ont élu pour construire des infrastructures routières. Il en a fait des infrastructures ferroviaires, il est en train de les construire, les infrastructures hydrauliques, sanitaires, éducatives et si vous voulez, énergétiques. Et donc, pour moi, il devrait aujourd'hui être félicité. Et je crois que c'est ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Parce qu'il y a certains, ceux que Bédier a appelés les irréductibles, cherchaient à saboter l'action publique qui est en cours. Mais les Ivoiriens n'ont pas écouté. Les Ivoiriens ils n'ont même pas prêté une oreille attentive à tout cela, malgré les gens qui se gargarisaient, qui se donnaient de la contenance en faisant croire qu'ils étaient en capacité de bloquer la Côte d'Ivoire et de montrer le mécontentement vis-à-vis de la gouvernance. Les Ivoiriens leur ont apporté une réponse cinglante pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que vous êtes, toutes les recommandations que vous êtes en train de formuler. Le président a fait ce qu'il fallait. Nous voulons encore qu'il continue et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et cette gouvernance-là, telle que le président a présenté le décor, les Ivoiriens aujourd'hui sont en droit de considérer que ça va continuer comme ça au profit des Ivoiriens, pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens, même s'il existe encore quelques personnes qui sont, si vous voulez, dans des jérémiades improductives. Saint-Claver Oula. Nous avons tous écouté le discours du président Alassane Ouattara. Il a placé son mandat qu'il entame après sa prestation de serment sous le signe de la paix, sous le signe de la cohésion, de l'unité. Après tout ce que nous avons traversé, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir et il va jusqu'en 2030, cela lui fera 20 ans. Et donc, après les 15 années, ou si vous voulez, après les 5 mandats qui viennent de finir... 5 années ou 5 mandats 5 années, excuse-moi, 5 années qui viennent de finir, il y a eu un certain nombre de constats. Il y a eu un certain nombre de constats, notamment, nous tous, nous avons pris le temps de voir un peu tout ce qui s'est passé. Il y a eu des contestations, notamment dans le secteur éducatif. Il y a la question qui est pendante, la question des primes que les enseignants continuent de revendiquer. Il y a bien d'autres questions, comme la question politique, la question de la liberté d'expression, la liberté de manifestation des différents partis politiques. On a constaté des prisonniers, des personnes qui ont été enlevées, qui sont en ce moment en prison, d'autres sont en train d'être jugés, d'autres continuent de croupir en prison. Il y a
aussi la question que l'opposition demande chaque fois, la question du dialogue, qui n'est pas encore effectif sous son magistère. Et puis, il y a la question de la transparence des élections. Et donc, toutes ces questions qui concourent à soit une véritable démocratie sont encore fébriles. Donc, je pense que c'est un constat par rapport à son mandat. Et puisqu'il a dit que les 5 prochaines années seront consacrées à la transmission générationnelle, je pense que à l'issue de ce mandat, il faudrait que le président Alassane Ouattara réussisse à convaincre toute l'opinion, notamment l'ensemble des Ivoiriens, qu'il est en train de sortir par la grande porte, en faisant en sorte d'asseoir tous les instruments de la démocratie, c'est-à-dire la transparence. Parce que vous êtes sans ignorer que c'est vrai, tout ce qu'il a énuméré comme les grands travaux, les infrastructures, l'électricité ici et là qui va couvrir toute la Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'unité, il y a toujours ce conflit permanent au sein de la population ivoirienne, il est clair que toutes ces actions-là qu'il veut réussir, c'est vrai, il en a la capacité, il en a les relations. Tout ce qu'il veut construire, il n'arrivera pas à le construire dans la paix. Quelqu'un disait tout à l'heure que le président Alassane Ouattara a été plébiscité à 89% d'Ivoiriens qui sont d'accord. Non, ce n'est pas 89% d'Ivoiriens. Il faut faire la part des choses. Je veux qu'ils disent bien 89% des personnes qui ont voté. On sait combien de personnes. On sait combien de personnes, combien d'Ivoiriens qui ont voté. Non, ceux qui donc, il ne faut pas le dire, il faut pas présenter les choses ainsi pour essayer de distraire l'opinion. Donc, même si c'est 89% des Ivoiriens, si je veux parler comme lui, mais les 11%, il faut pas les ignorer aussi. Ce sont des Ivoiriens. Donc, il faut poser des actions qui vont rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Et donc, moi, ce que j'attendrai du président Alassane Ouattara, c'est de vraiment, comme je l'ai dit tantôt, d'asseoir tous les instruments qui vont faire en sorte que, même si c'est un seul Ivoirien qui ose contester et que les autres Ivoiriens lui disent non, il y a la transparence, toi-même tu fais le constat et que l'argument de contestation ne soit pas dans la bouche de chaque Ivoirien. D'accord. Blesson Mathieu, est-ce que, selon vous, le discours serait laconique, comme le disent certains sur ce plateau, où il a répondu à toutes les attentes de la nation? Non, le président n'aurait-il pas... Le discours n'est pas fait pour répondre à l'attente de chacun des Ivoiriens. C'est pour ça que j'écoutais tout à l'heure en souriant... Quoi il consiste alors? Non, il consiste à dire, j'ai sollicité votre suffrage, j'ai expliqué ce que je vais faire, maintenant que je suis élu, je vais le faire. Mais vraiment, c'est ce qu'il a fait. Il va de soi que chacun des Ivoiriens, d'une façon ou d'une autre, peut avoir quelque chose à reprocher à un régime. Nous sommes dans un pays démocratique. L'opposition existe. On ne peut pas demander à un opposant de raisonner comme un militant du parti au pouvoir. Mais l'ensemble des Ivoiriens ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures, ont besoin d'un certain nombre de biens sociaux et ont besoin de salaire. Tout à l'heure, Beta parlait du taux de pauvreté, mais le président de la République a un programme pour régler ce problème-là. Il est là depuis 15 ans. Il faut le dire aussi. Non, il ne vient pas d'arriver. Michel Beta, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est à quoi que... Laissez-le poursuivre. Lors de la campagne, le Premier ministre Patrick Achi a expliqué ce programme-là. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord, dans un premier temps, faire les infrastructures. Ouattara n'a pas hérité d'infrastructures quand il arrive au pouvoir. Il a fallu les créer. Sans infrastructure de base, ne pensez pas que c'est fait pour le luxe. Hein. On n'a pas d'infrastructure économique. Sans infrastructure de base, tu ne peux pas demander à un privé de venir s'installer, à un industriel de créer une usine. Peu importe qu'il a créé à Korogo, à Bassam, à Bounois, il faut bien que les produits qui sortent là puissent être distribués sur l'ensemble du territoire ivoirien d'abord. Tu n'as pas de route. Tu n'as même pas d'eau et tu n'as pas d'électricité. Donc, il ne peut même pas installer son usine. Donc, ce sont des infrastructures de base qui vont permettre de dire on va maintenant inviter le secteur privé, on va maintenant travailler plus sérieusement sur le capital humain, on va permettre aux jeunes qui sont nombreux,
qui n'ont pas d'emploi d'avoir un emploi. La question de l'emploi, Patrick Achille l'a expliqué, c'est aussi la question d'employabilité. Il faut les former. Donc, il y a des écoles de formation qui existent. Il y a des universités, ça, on en a. Il y a des grandes écoles. Il y a même l'école de la deuxième chance. Ça, c'est pour pouvoir donner une formation pour rassurer les investisseurs. Et c'est ce qu'il a dit qu'il va faire. Maintenant, tout cela dans un contexte de paix. La paix, c'est d'abord les attaques extérieures. La paix, c'est les menaces terroristes. C'est les menaces terroristes. Quelles sont les solutions que tu as pour ça? Maintenant, on a parlé de dialogue politique qui n'a jamais eu lieu. Le dernier dialogue politique, c'est Patrick Achille qui l'a mené. Sur Ouattara, il y a eu plusieurs dialogues politiques qui ont permis d'avoir plusieurs accords. On ne peut pas dire que ce régime-là n'est pas ouvert à l'opposition. Ce n'est pas vrai. La question de prime des fonctionnaires, c'est d'ailleurs même... Il y a eu des résolutions sur le dialogue qui n'ont pas été appliquées. L'un des dialogues sociaux entamés par les syndicats, initiés par le gouvernement, ce n'est pas les syndicats qui sont allés vers le gouvernement pour dire nous voulons passer des accords. Non, c'est le gouvernement qui les a convoqués, c'est le gouvernement qui les a réunis. Et récemment, Madame sur le terrain, l'applicabilité. Encore les a rencontrés pour les rassurer. Ce n'est même pas eux, c'est le gouvernement qui a instauré cela. Dans le discours à la nation, le président est même revenu sur la prime ado qui n'existait pas. Le social, le président l'a dit, ça fait partie de son programme. Les efforts, c'est progressif. Maintenant, Beta a parlé de la dette excessive. Je ne sais pas d'où vous tirez tout ça. Il n'y a pas de pays au monde, Bakayoko qui est économiste, peut mieux vous l'expliquer. Le problème de la dette, tu fais quoi avec ça? On rembourse comment? Ta dette est proportionnelle à tes revenus. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu construis de sorte que ça puisse produire? C'est ce que la Côte d'Ivoire fait. Donc, le montant de la dette, bon, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, oui, ça a un débat, mais voilà. Bien entendu, Gladson Mathieu. Michel Beta, vous avez la parole. Vous étiez impatient de réagir. Non, mais il faut le dire. C'est-à-dire que moi, je crois que, comme le porte-parole du gouvernement l'a dit, on a deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de ceux qui sont vraiment, je crois qu'ils sont au pouvoir et puis ils ont un récit qui est différent de la réalité que nous côtoyons tous les jours. On a parlé de taux de pauvreté. Quand on quitte en 2011, on arrive en 2015, après 15 ans de pouvoir, quand le nombre de pauvres est plus élevé qu'on en avait en 2010, on est en droit de s'interroger. C'est pourquoi je dis le récit que le président nous impose, c'est un narratif, je dis, institutionnel, mais c'est loin de la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle encore de dialogue, et puis d'autres entendent dire non, le dialogue a été déjà fait. Mais quand on est allé aux élections, on a eu combien de morts? 11 morts. Donc on va passer sous silence ce contentieux-là pour aller à autre chose. Non, il faut être réaliste quand même. C'est pourquoi je dis le discours ne colle pas à la réalité. Parce que la réalité, c'est un contentieux électoral né de la présidentielle. Il faut le régler, il faut le vider, de sorte qu'on espère avoir des élections qui ne soient pas entachées. C'est ça la grande question. Parce que vous n'imaginez pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on est quitté en 1995 après un contentieux électoral. En 1999, on a eu ce qu'on a eu. En 2000, on a fini avec un contentieux électoral. En 2002, on a eu ce qu'on a eu. Donc, quand on a vécu tous ces péripéties-là, on cherche à solutionner les problèmes et non pas à les botter en touche. Et c'est ce que le président fait. Il botte les problèmes en touche. Et quand ça va nous revenir au visage, on va en avoir tous pour notre grade et personne ne pourra se prononcer désormais. Moi, je dis qu'on a le privilège de parler, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qu'on tire les leçons de ce que nous avons vécu précédemment, il ne faut pas faire la fine bouche. Il faut dire la vérité à ceux qui nous... Sur le discours du président, je l'ai dit, ça fait 15 ans de régime. Si tu compares les autres discours, c'est les mêmes. Donc aujourd'hui, quels sont nos problèmes réels sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on vit réellement? C'est ça la grande question. On vit le fait qu'une partie de la classe politique, la preuve en est, Bakayoko parlait de 89%. Mais 89% de combien de personnes? C'est vrai que ce sont eux qui sont partis voter, mais il y a un désintérêt du vote. Toutes ces questions, il faut les régler. 8 millions sur 30 millions. C'est toute cette manière de vouloir ignorer les... Le 1er décembre serait le lieu de régler tous les problèmes. Non, je n'ai pas dit de régler tous les problèmes. Mais quand il évoque la question électorale lui-même, mais c'est de porter des pistes de solutions. C'est ça aussi la question. Quand il félicite ceux qui l'ont voté, qui n'oublient pas ceux qui sont morts. Mais jusqu'à ce qu'on ne passe pas les morts en perte et profit. Ça, c'est nulle part dans le monde, on le fait ainsi. Quand il y a eu des morts, il faut chercher des solutions. Et je pense qu'en évoquant ça au départ de son discours, moi j'ai pensé que la fin même nous aurait donné des pistes, mais il n'en est rien. Il libère des personnes sans tenir compte de plus de 1000 personnes qui sont en prison. Est-ce que tu penses que c'est un geste d'apaisement? Pour la paix encore, c'est un geste d'apaisement. Au contraire, il ne fait qu'envenimer
rendre la question encore plus épineuse, de sorte que quand on n'a plus de solution, on en arrive à ce que ça crée par le passé. Il faut solutionner. Quand on finissait 99, je vous rappelle, 1999, le président venait de faire un discours à la nation, mais un discours aussi enflammé quelque part. C'est pourquoi ces discours enflammés, la Côte d'Ivoire peut faire l'économie et donner des gestes d'apaisement. C'est ça la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à Michel Betta. Lansine Bakayoko, vous qui êtes du domaine de l'économie, est-ce que vous pensez que le président de la République a abordé toutes les questions économiques qui répondraient au quotidien des Ivoiriens, de quoi à leur permettre de vraiment ressentir la redistribution des richesses comme il a évoqué? Je crois que le président a fait l'inventaire de tous les problèmes qui intéressent les Ivoiriens. Au-delà de l'économie ? Sur le plan économique que sur le plan politique. Sur le plan économique, quelqu'un a dit que la pauvreté est encore... Non, la pauvreté a baissé. Nous étions à plus de 50% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 37%. On n'a même pas encore fait les dernières évaluations. Mais nous espérons qu'on soit autour de 30, 35, on pourrait être autour de 30-32% aujourd'hui avec les efforts. On parle d'endettement. Je crois qu'il ne faut pas présenter l'endettement comme quelque chose de très négatif. Ce sont les investissements somptuaires qui sont les problèmes, comme du temps de Laurent Gbagbo ou de Kona Bédié, où on passait tout le temps à investir dans les dépenses inutiles, des dépenses somptuaires, les funérailles, les fêtes. Il ne peut pas qualifier la gestion d'un président de gestion de... Vous êtes intervenu sans être interrompu. Non, quand il dit des choses comme ça, il faut l'arrêter. Parce que c'est briser un peu la gestion des autres. Vous allez intervenir. Oui, mais attendez. À votre tour de prise de parole, s'il vous plaît. La gestion de Laurent Gbagbo et du président Kona Bédié, mais c'était des dépenses somptuaires. Ce n'était pas des dépenses productives. Vous ne pouvez pas aller construire des palais sans investir dans les infrastructures qui peuvent permettre de produire. Les funérailles, les obsèques, les fêtes grandioses du temps de Laurent Gbagbo qui étaient organisées tous les week-ends au palais présidentiel. C'est ça. Ce sont les mauvais investissements. Ce sont les mauvais investissements. Or, aujourd'hui, les investissements sont des vrais investissements qui sont effectués. Quand on construit des barrages hydroélectriques, nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 mégawatts de production de mégawatts au niveau de l'électricité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a mis des infrastructures pour produire de l'électricité, pour produire de l'eau. Les hôpitaux, aujourd'hui nous sommes quasiment à plus de 4 CHU qui ont été construits. Nous sommes aujourd'hui avec plus de 900 établissements de proximité qui ont été construits. Nous sommes à peu près à... si vous voulez, au niveau des agropoles qui sont en train d'être construits dans plus de 9 régions de Côte d'Ivoire, 9 agropoles. Tout ça, ce sont des infrastructures. Les routes, nous n'en parlons pas. Tout ça permet aujourd'hui de créer de la richesse. Maintenant, il a parlé. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu de respect vis-à-vis de nos institutions. Mais des gens qui sont arrêtés, vous parlez d'enlèvement. Non, il faut respecter les institutions de la République. Soyons républicains, même si on est dans le débat. Voilà. Donc, et puis, on parle de dialogue politique. Vous dites que le président de la République n'a pas fait suffisamment. Et vous voulez qu'il distrait de son temps pour aller organiser des séances de bavardage inutiles avec des gens qui n'ont aucune perspective pour la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucun projet, mais qui sont là pour des batailles de positionnement personnel. Mais qu'est-ce que l'Ivoirien lambda veut de l'eau? Et vous dites, tel n'est pas président, tel est président, il faut que tel soit député. Mais non, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Les Ivoiriens ont besoin que leur quotidien soit amélioré, qu'ils aient du riz dans leur assiette, qu'ils aient de la ticket dans leur ventre. À la limite, ce n'est pas leur problème que Tidjane Thiam soit chef de l'État ou soit député, ou bien que Laurent Gbagbo revienne. Non, je crois que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une bonne dynamique impulsée par le président Alassane Ouattara. Et cette dynamique-là, les Ivoiriens l'ont bien compris et ils sont en train de le plébisciter. Et tous les appels à la catastrophe n'ont pas produit d'effet parce que les Ivoiriens vraiment sont devenus autistes vis-à-vis de l'apocalypse. C'est ça la réalité. Lansine Bakayoko, merci infiniment. Selon vous, Saint-Claver Oula, est-ce que dans le discours du président, il y a des absences ou des angles morts que vous avez pu repérer? Oui, bien sûr. Lesquels? Vous voyez, au moment où nous sommes en train de débattre sur ce plateau, dans des zones à l'intérieur du pays, il y a le cacao dont la campagne a démarré en octobre, qui n'est pas acheté véritablement aux planteurs. Et des personnes viennent, ils délivrent des reçus aux planteurs et puis ils disparaissent en leur promettant qu'ils reviendront payer, verser de l'argent, leur verser de l'argent. Même jusqu'à ce que moi-même je vienne sur ce plateau, quand j'ai partagé le communiqué du débat, j'ai été joint par
une personne qui a dit il faut en parler sur le plateau et que depuis, quand les acheteurs viennent dans nos différentes campagnes, ils ne nous achètent pas le cacao. Et depuis, jusqu'à présent, nous n'avons pas perçu notre dû. Et même, il y a un syndicat récemment au plateau qui a tenu une conférence de presse et qui s'est plaint de la situation. Donc ça, c'est des faits qui existent et il faut que le président de la République regarde de ce côté-là. Et deuxièmement, il a parlé du secteur privé qu'il compte développer, promouvoir davantage. Est-ce que ça, ce ne sont pas des actions dévolues au ministère en charge de ces... Oui, mais le ministère, même pour son discours, les ministères... Oui, mais les ministères lui remontent. Mais vous comprenez que la question de la commercialisation du cacao, c'est une question dont il s'en est saisi récemment pour essayer de montrer aussi à l'opinion que de ce côté-ci, puisque c'est l'un des produits phares, le produit dont la Côte d'Ivoire est première pour montrer son positionnement, le produit le plus exporté. Donc, quand de ce côté-là, il y a un problème, il faut qu'il soit véritablement regardant là-dessus, puisque on vante le fait que les planteurs, pour la première fois sous le président Alassane Ouattara, le prix du cacao monte. Donc, si ça ne va pas de ce côté-là, il faudrait aussi s'attarder sur ce point-là. Et je reviens sur la question du secteur privé. Il faut aussi que le gouvernement, et surtout le président Alassane Ouattara, regarde de ce côté-là. Parce que, vous voyez, ce secteur-là, il est plus miné par des investisseurs étrangers. Il faut faire plus la promotion de jeunes Ivoiriens. Des Ivoiriens, il faut leur faciliter. Il faut leur... Oui, mais écoutez, vous faites des annonces. On parle des faits. On parle des faits. Sur le terrain, aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont des problèmes, qui ont de véritables problèmes pour percer ce secteur-là, parce qu'ils rencontrent des blocages, ils rencontrent des difficultés. Et certains même leur font du chantage. Non, vous êtes dans le fantasme. Non, mais non. Moi qui vous en parle, je suis témoin de beaucoup de choses. Non. Voilà, une chose est de dire et une chose est de suivre la pratique, ce qui se fait sur le terrain. C'est de ça que moi je parle. Bon, vous êtes déconnecté de la réalité. Non, mais pardon. Non, pas du tout. Pour ces analyses, messieurs, ce discours présidentiel trace... en effet, la feuille de route dans la mise en œuvre dépendra en grande partie du travail législatif, ce qui nous mène naturellement à notre deuxième dossier de cette soirée. Les députés prennent bientôt leurs fonctions à l'Assemblée nationale après les législatives de décembre dernier. Une assemblée renouvelée avec une majorité présidentielle confortée. On en parle juste après cet élément de Davy Soyo. Marée orange à l'occasion des élections législatives du 27 décembre 2025. Le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix remporte 197 sièges sur 255, soit près de 80% des députés. Le RHDP s'assure d'une majorité écrasante à l'hémicycle. Selon le porte-parole du parti, ce résultat s'inscrit dans la continuité de la victoire présidentielle d'Alassane Ouattara en octobre dernier. Le principal parti d'opposition dans ce scrutin, le PDCI-RDA, a obtenu 32 sièges, soit une perte de la moitié de ses députés, comparativement à 2021. Les candidats sans étiquette politique ou indépendants remportent 23 sièges repartis dans 22 circonscriptions électorales. Le Front populaire ivoirien, FPI, décroche pour sa part un siège, tout comme le parti Le Buffle et l'UNPR, crédités chacun d'une circonscription. Avec ces résultats annoncés par la commission électorale indépendante, le parti au pouvoir remporte les 3/4 des sièges. Quelles conséquences dans une telle configuration de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire? Retour sur le plateau pour poursuivre le débat. Les enjeux sont nombreux. Élection du bureau, vote de loi, contrôle de l'action gouvernementale. Messieurs, cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale avec la majorité très large pour le RHDP est-elle un gage d'efficacité législative au risque de moindres controverses démocratiques? Bledson Mathieu. C'est une succession, c'est-à-dire il y a eu les élections présidentielles, le RHDP l'a gagné largement et ça se répercute sur les législatives. Ça, c'est vraiment la première des leçons à tirer parce que dans tous les pays, pratiquement, celui qui gagne les présidentielles, on lui accorde la majorité
de l'Assemblée nationale. Récemment au Sénégal, le PASTEF, qui n'était pas le parti le mieux représenté à l'Assemblée nationale, a dès son élection à la présidentielle gagné les législatives. Donc ça, c'est un peu normal. La deuxième leçon, c'est quand même que les cadres du RHDP ont fait beaucoup d'efforts pour gagner dans certaines régions très difficiles par le passé pour eux, qui aujourd'hui ont complètement basculé dans le parti. Je pense au Cavalier, je pense à la région de la Mé, où vraiment des efforts ont été investis, et d'importants efforts ont été faits. Et puis bon, la troisième chose aussi, c'est que l'opposition s'affaiblit de plus en plus. Si vous prenez le PDCI, ils sont partis de 89 députés en 2016. En 2021, ils étaient à 66 députés. Quand ils ont pris le pouvoir, le parti avait 66 députés. Aujourd'hui, ils en ont 32. Ça veut dire qu'on a comme l'impression qu'ils font plus d'efforts pour réduire. Et ça aussi pour la bonne santé de la démocratie. Tout à l'heure, Beta parlait de gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui crée l'opposition. Hein. C'est l'opposition qui développe son parti. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas une carte d'accès, un agrément. Non, à partir du moment où tu as l'autorisation d'exercer, la force de ton parti vient de toi. Et la force de tes propositions ou de tes désirs vient de ton impact sur le terrain. Quand tu es président d'un parti, que tu es sur les réseaux sociaux, le résultat aussi se fait ressentir sur les législatives. Bon, voilà. Et après, tu es étonné que quand tu parles, on ne t'écoute pas. Mais tu ne vois rien sur le terrain. C'est le terrain qui compte en politique. C'est pour ça que les gens comme Guedro ont été des méga stars, mais personne ne les a pris au sérieux. Non pas que, en tant qu'homme, il était moins important que Babo, mais Babo avait des militants sur le terrain et Guedro n'en avait pas. Donc, chaque fois que dans un pays, pas forcément en Côte d'Ivoire, tu as l'impression qu'un leader politique parle, mais le gouvernement ne l'écoute pas, ça veut dire qu'il n'est pas sur le terrain. Et les législatives vont clairement montrer que les partis d'opposition sont plus présents sur les réseaux sociaux, vraiment plus présents à l'étranger que sur le terrain, et conséquence, le RHDP a rasé partout. D'accord. Michel Beta, cette opposition, malgré son nombre réduit, peut-elle tenir le débat à l'Assemblée nationale? Oui, vous disiez tantôt que l'opposition a perdu certains sièges. Mais ça peut s'expliquer aisément. D'abord, il faut dire que l'Assemblée nationale, c'est le lieu de la représentation populaire. Et cette année, on l'a vu un peu comment ça s'est joué, hein, à coup de menaces, à coup de chantage, à coup de... Je dis même... C'est-à-dire? Non, mais les candidats l'ont dit. La fraude. Ils ont décrié la fraude. Ils ont décrié les menaces. Ils ont décrié les chantages. Mais je ne sais pas si nous sommes dans la même Côte d'Ivoire, mais souvent, je pense que c'est un fait de ne pas voir la réalité. Le chantage de la part de qui? Mais des candidats du RHDP qui utilisent les moyens de l'État pour faire campagne aux yeux, au vu de tous. Mais tout ça, ça ne vous interpelle pas? Il y a même, tout à l'heure, je soulignais quand j'ai regardé le logo du RHDP, il y a le logo du PDCI dedans. C'est-à-dire, on fait tout pour brouiller les pistes de l'opposition. L'opposition même qui a droit à des émoluments qui sont constitutionnels, on ne lui donne pas. Toute l'année 2025, l'opposition n'a pas eu droit à ces émoluments. Et ça, vous voulez que cette opposition-là soit efficace sur le terrain. Mais toutes ces questions-là, il faut les mettre ensemble. C'est pourquoi l'opposition travaille, que la Constitution a instauré ça. Et quand on veut tout, on veut museler l'opposition, on veut les bâillonner. Mais c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Vous pensez que les Ivoiriens qui ont assisté à cette Assemblée nationale-là, qui était comme une caisse de résonance dans leur représentation populaire, voudront que l'Assemblée nationale soit encore cette caisse de résonance? Non, ils n'en veulent pas. Mais quels moyens ils ont? C'est les unes. Ils sont partis à près de 32% des électeurs. Vous pensez que c'est cette Assemblée-là on veut? Elle est représentée, mais elle n'est pas représentée de façon populaire. Les Ivoiriens n'ont pas voté. Les Ivoiriens sont restés chez eux. Qu'est-ce qui explique cela? C'est ça les grandes questions. Parce que quand on dit que c'est la représentation populaire, il faut que le vote nous montre que les populations ont adhéré massivement à cette Assemblée-là. Mais qu'est-ce qu'on a vu lors du vote? Moi, c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, nous constatons que le parti au pouvoir a une hégémonie, mais c'est une hégémonie de façade. Ce n'est même pas idéologique. Parce que idéologiquement, nous constatons que tous les moyens sont mis en place je dis de façon institutionnelle, tous les moyens sont mis en place pour étouffer l'opposition, pour ne même pas lui permettre d'avoir voix au chapitre. Mais je pense que les Ivoiriens qui sont aujourd'hui, qu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont vu ce à quoi ils ont assisté dans les urnes, avec tout ce que les uns et les autres ont dénoncé. Je pense qu'ils sont en même de comprendre que cette Assemblée nationale ne va pas taire les contestations populaires. Elle ne va pas taire cela parce que
elle ne sera qu'une caisse de résonance pour le parti au pouvoir qui ne va pas vraiment s'approprier les problèmes de la nation, tels que les problèmes de cherté de la vie, les problèmes d'employabilité des jeunes. On le voit. Bon, donc aujourd'hui, on est un peu déçu du constat qu'on fait de notre Assemblée nationale, mais malheureusement, le RHDP a décidé de ramer à compte courant de notre jeune démocratie et nous ne pouvons qu'avoir nos yeux pour pleurer. Lansine Bakayoko, 197 sièges pour le RHDP et puis les partis de l'opposition se partagent les autres sièges sur 255. Finalement, le RHDP va gouverner en toute quiétude. Bon, moi, je voudrais d'abord saluer la maturité politique du peuple ivoirien qui s'est déplacé massivement, en tout cas en grand nombre, pour aller mettre en place cette Assemblée nationale. Mais je crois qu'au-delà des récriminations et des cris d'orfraie que je viens d'entendre, c'est un message que la population ivoirienne transmet au monde entier et à la classe politique ivoirienne. La population ivoirienne nous dit, nous sommes pour la paix, nous sommes pour le développement, nous sommes pour la tranquillité. La population ivoirienne nous dit, nous ne sommes pas pour le désordre, nous ne sommes pas pour le cafouillage, nous ne sommes pas pour l'anarchie. Voilà le message qui devait être perçu. C'est pour ça que je demande à Michel Betaille d'actualiser sa grille de lecture par rapport à la situation politique. Il faut qu'il change de lunettes, parce que ces lunettes sont devenues désuètes. Même s'il n'en porte pas. Oui, elles sont devenues désuètes. Il faut qu'il renouvelle ces lunettes-là pour pouvoir mieux voir ce qui se passe dans le pays. Et parce que si les gens sont restés figés, la politique est dynamique, mais vous êtes figés depuis Mathusalem. Et ça, il faut comprendre que notre environnement politique a évolué et qu'il y a de nouvelles dynamiques qui se sont installées. Si vous ne faites pas cette lecture et que vous restez figé dans la grille de lecture ancienne de l'Antiquité que vous avez, évidemment, vous n'allez jamais comprendre les enjeux. Vous n'allez pas comprendre les enjeux. Donc, quand je dis cela, je dis qu'aujourd'hui, nous avons 32 députés du PDCI-RDA, on a un député du FPI, mais tout n'est pas dans le nombre, tout est dans la qualité des interventions. Parce que nous sommes dans un espace démocratique, par essence, l'Assemblée nationale, et même la coalition Le Buffle a un élu. Ça veut dire que peut transmettre un message. Assalé Thiomoko était unique député indépendant en réalité, mais tout le monde l'a entendu. Il a dit ce qu'il voulait dire. Il s'est fait entendre malgré l'hégémonie présumée, présupposée du RHDP, mais il s'est fait entendre sur des questions essentielles, des questions primordiales dans le pays. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est la qualité des personnalités qui sont à l'Assemblée nationale. Parce qu'on aurait pu voir 100 députés du PDCI et du PPACI, mais si ce n'est pas des représentants de qualité, le débat ne va pas évoluer. La preuve, la dernière législature, dites-moi à quel moment le PDCI, RDA et le PPACI ont fait une proposition de loi. Ils ont fait plusieurs qui ne sont même pas arrivés au débat. Je n'ai pas vu de proposition de loi. Ce que vous dites là, ça c'est la fiction. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je veux voir. Je veux du factuel. Pour que ça arrive au débat, il faut qu'il y ait la majorité. Moi, je veux du factuel. Je veux du factuel. Tout ce que vous dites là, si c'est dans les tiroirs, moi je n'irai pas dans les tiroirs. Moi je ne vais pas au siège du PDCI pour aller dans ces tiroirs. Qu'est-ce qu'ils y ont mis ou du PPACI? Je regarde ce qui atterrit sur la table de l'Assemblée nationale. Et à aucun moment, je n'ai entendu ces deux partis proposer des lois, faire des propositions de loi. Je n'ai pas entendu. Donc je veux dire, la présence là, de ces deux regroupements qui sont aujourd'hui émiettés, ça restait symbolique, ça restait anecdotique. Le vrai débat se situe dans la qualité des interventions. En réalité, les interventions, la représentation que vous commandez aujourd'hui, ce sont des représentations de saupoudrage, ce sont des représentations pour venir créer le désordre à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des interventions, ce n'est pas des représentations de qualité. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ont été élus sont des gens de qualité, des gens de poigne. Quand Stéphane Tipré, malgré le rejet de Laurent Gbagbo, parce qu'on ne met pas de un comité qui aurait décidé. Non, c'est Laurent Gbagbo qui a décidé que ces gens n'arriveraient aux élections. Mais le jeune Stéphane Tipré s'est opposé. Et vous allez voir qu'il a du cran. Il va faire des propositions de loi claires, nettes, parce qu'il a du cran. Il est en capacité de s'affranchir de toute l'anarchie, tout le narratif qui est aujourd'hui est celui du PPACI et du PDCI-RDA. Donc pour moi, nous avons une Assemblée nationale de qualité qui est prête pour le débat de qualité et pour l'avancée en définitive de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Saint-Claver-Oula, avec cette Assemblée, est-ce que pour vous, le contrôle de l'action gouvernementale sera-t-il effectif? C'est le rôle
normalement, c'est le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et moi, je suis surpris d'entendre sur le plateau qu'on dise parce que le RHDP a la majorité, donc le pouvoir va gouverner. En fait, le pouvoir RHDP va gouverner tranquillement. Bon, quand on me le dit, je me dis c'est faire une insulte à l'intelligence de nos parlementaires parce que les députés, ils sont des députés de la nation. Les lois qui vont être votées doivent être votées dans l'intérêt de la nation, pas dans l'intérêt d'un groupuscule d'un groupuscule de personnes. Donc moi je pense que, comme l'a dit mon confrère Bakayoko, et je veux bien lui emboîter le pas, ce sont des personnes de qualité qui vont à l'Assemblée nationale et donc à ce titre, ces personnalités de qualité-là doivent plancher sur des lois qui doivent aller dans l'intérêt de l'ensemble des Ivoiriens. Et ce n'est pas parce que ça vient de leur parti qu'ils doivent faire passer comme un couteau dans du beurre. Ils doivent faire preuve d'intelligence, preuve d'analyse des tests qui passent devant eux. Et c'est ce à quoi on les attend. Ce n'est pas parce que... Écoutez, ce n'est pas parce que... Non, cher ami, je ne suis pas en train de parler de PPACI. Ben, si tu as une dent contre le PPACI, attends qu'on parle du PPACI pour que tu développes des arguments contre le PPACI et contre son président Laurent Gbagbo. Donc vraiment, ça c'est un autre débat sur lequel je ne vais pas revenir. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, le rôle de l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, c'est de contrôler l'action gouvernementale. L'Assemblée nationale ne doit pas être une caisse de résonance pour l'exécutif. Et on est dans... C'est vrai, législative et le pouvoir judiciaire, mais comme ici, généralement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, le président de la République, il a un pouvoir fort au point où ce qu'il dit s'impose à l'Assemblée nationale et que cela s'impose au pouvoir législatif. Je pense qu'il est temps pour l'avenir que nos élus, nos députés qui vont à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs, moi j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont libres d'esprit, qui sont autonomes d'esprit. J'en ai vu sur le terrain de nouvelles personnes qui ont été élues, telles que par exemple l'un des plus jeunes députés qui vient d'être élu à Diokwe sous-préfecture, l'honorable Ange Bako, qui vient de déraciner un député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Oula Priva, qui l'a détrôné, qui a fait 15 ans de législature et qui aujourd'hui vient à l'Assemblée nationale. Ben justement, c'est pourquoi je dis il faut que cette démocratie-là soit traduite. Il faut que cette démocratie soit traduite dans les actes et qu'on lui permette qu'elle soit traduite dans les actes. C'est pas la tyrannie que vous décrivez. Merci, on vous a bien entendu, monsieur. 2 minutes. Oui, j'aimerais bien vous 2 minutes. donner la parole. Non, si on va intervenir 2 minutes, sur lequel il faut qu'on puisse... Ils sont en train de faire croire que l'Assemblée nationale est là pour contrôler la gestion du pouvoir. Non. C'est le pouvoir qui les a investis. C'est la même chose pour les députés PPAC, c'est la même chose pour les députés PDCI. Quand tu veux être indépendant, tu es indépendant. Si tu demandes l'investiture d'un parti, ça veut dire que tu respectes ce que le parti a dit. Et quand tu vas à l'Assemblée nationale, quand bien même que tu as été investi par les partis, quand tu vas à l'Assemblée nationale, d'avoir des députés sur l'ensemble du territoire, c'est qu'ils connaissent la réalité de leur région. Quand on parle de pauvreté, c'est eux qui les vivent. Donc à l'Assemblée nationale... C'est ce que nous sommes tous en train de dire. Merci, monsieur, on vous a bien compris. Vous voulez qu'il y ait une rébellion à l'Assemblée nationale? On termine avec ce sujet qui nous conduit dans les Amérique du Sud et puis Amérique du Nord également. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les États-Unis ont mené une opération militaire contre le Venezuela. Lors de cette opération, le président Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont été capturés par les forces américaines et exfiltrés en direction des États-Unis. Maduro et Flores sont accusés de narcotrafic international et de narcoterrorisme. Messieurs, qu'est-ce que vous faites comme commentaire de cette situation que plein de personnes ont jugée rocambolesque? Bledson Mathieu. Oui, spectaculaire parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que
c'est vrai que Trump avait un peu annoncé les couleurs, mais on ne pensait pas qu'il allait arriver jusque-là. Trump, il a fait du Trump ce week-end-là. Il a appliqué une loi, même pas une loi, une directive qui date de 1800, qu'il a appelée, qu'il a rebaptisée du nom de... La loi même, c'est Monroe qui l'a amené, un ancien président. Et aujourd'hui, il l'a appliqué. À l'époque, les États-Unis ne voulaient pas que en Amérique du Sud, il y ait d'autres pouvoirs, d'autres puissances, parce que justement, il s'adressait plus aux influences européennes ou asiatiques. Et en 1945, lorsque l'URSS est devenu fort, ils ont encore appliqué pour dire la lutte contre le communisme. Bon, aujourd'hui, il parle de narcotrafic et il allait arrêter un président en pleine nuit et il l'a envoyé à New York. Bon, d'abord, il est fort. Quand quelqu'un est puissant, ce n'est pas compliqué, il faut le respecter. Et de façon générale, à la limite, le monde a fait avec. Voilà, quand on regarde en dehors de la Chine et de l'URSS, encore que de la Russie, encore que c'est des communiqués assez nonchalants, bon, pratiquement personne n'a condamné de façon vigoureuse comme on l'a fait pour la crise ukrainienne. Voilà. C'est cela. Michel Betta. Moi, je me rappelle un peu de ce qui s'est passé en Irak. Et après, quand on épluche les dossiers, on voit que c'était vide. On accuse quelqu'un de narcotrafiquant, de terroriste international, mais finalement, qu'est-ce qui le prouve? Quelles sont les démonstrations qu'on a? En son temps, on a accusé le président irakien de fabriquer des bombes atomiques, de tout ce qu'on pouvait l'incriminer, de tout ce qui était vraiment déplorable. On l'a accusé de tout. Et quand on a fini de l'enlever, on se rend compte que où était le dossier qui l'incriminait? On a vu que les révélations ont montré que le dossier était vide. Vraiment, ça montre que le monde va à volo. Et moi, pour moi, il y a des principes fondamentaux sur lesquels nous entendons construire ce monde-là. Et quand on voit que les choses se passent ainsi, on dit, est-ce que ces principes-là s'appliquent seulement au plus fort ou bien c'est pour les faibles? Donc finalement, on n'y croit plus. On en arrive à ne plus croire en rien. On se dit que le plus fort règne et que la force domine les faibles. Et puis, bon, le monde va comme on le veut. Alors, Lansine Bakayoko, 150 avions dans le ciel vénézuélien et 15 000 hommes impliqués depuis des mois déployés dans les Caraïbes pour en arriver à capturer Nicolás Maduro aujourd'hui. Dans quel but? Oui, dans le but de maintenir les États-Unis en position d'hégémonie et probablement de poursuivre cet impérialisme, c'est-à-dire aller prendre probablement le pétrole vénézuélien. Et ça, tout le monde le voit. Mais nous, ce qui me gêne ici, ce sont les larmes de crocodile que certains Ivoiriens versent ici. Mon voisin de droite en fait partie. Parce que nous avons toujours dit que toute velléité d'hégémonie, d'impérialisme est à condamner. Au moment où nous étions en train de dire ici que la Russie faisait mal d'attaquer l'Ukraine, c'était sur ce plateau était dans une hilarité débordante. Quand Israël était en train de détruire Gaza... Non, Israël a été attaqué d'abord. Il faut situer les choses. Quand Israël était en train Israël a attaqué, a répliqué. Michel Betta, s'il vous plaît. Ok, soit. Voilà. Si ça peut te faire plaisir. Non, mais c'est ce qui est. Si ça peut te faire plaisir, quand Israël était en train de détruire Gaza, les gens étaient indifférents. Je crois que c'est la même chose qui est en train d'arriver au Venezuela. Nous avons dit, nous n'avons pas de regard à géométrie variable. Nous sommes contre cette façon de faire. Donc nous sommes dans la constance. Ce n'est pas ceux qui sont là à géométrie variable. Quand ça se passe à gauche, ils sont heureux. Quand ça se passe à droite, ils sont mécontents. Et puis, quand Donald Trump venait au pouvoir, j'ai vu des opposants ivoiriens qui étaient dans une extase pas possible. Parce qu'ils se disaient que c'était un souverainiste. Oui, mais voilà le souverainisme. Ils se disaient que c'est quelqu'un qui... American First. Voilà les résultats. Parce que je comprends que le PPACI notamment avait rêvé que le retour de Donald Trump au pouvoir pouvait probablement donner des idées à un retour de Laurent Gbagbo au pouvoir. Parce qu'ils avaient eu la même idée quand Lula est revenu au pouvoir, quand Dramani est revenu au pouvoir, ça leur permettait de rêver et ils étaient les gens qui s'esclaffaient, qui applaudissaient des deux mains à la venue de Donald Trump. Voilà aujourd'hui dans quel état Donald Trump est en train de placer le monde entier. Et donc ce sont ces duplicités dans le regard là, nous, qui nous posent problème, notamment avec notre opposition intérieure. Il faut avoir des positions de principe,
il faut avoir des positions de rigueur. Pour le moment, ce n'est pas le cas et je crois que ça, c'est déplorable pour notre opposition. Claver-Oula, vous avez l'air pressé de réagir. Non, mais je suis vraiment étonné chaque fois quand mon confrère Lassine Bakayoko doit argumenter une affaire qui concerne les États-Unis ou une autre puissance, il se voit obligé d'évoquer le PPACI et son président. Encore qu'il faut donner la preuve de ce que tu dis. Mais en fait, vous savez, pour qu'un pays se lève pour aller intervenir dans un autre pays, parce que le Venezuela, c'est un pays souverain. Il faut un cas de légitime défense. C'est-à-dire, les États-Unis sont agressés et donc les États-Unis se lèvent pour aller agresser le Venezuela. Ou bien, il y a à l'ONU, il y a une résolution explicite qui demande qu'une intervention soit une intervention militaire soit conseillée. Mais moi, je ne comprends pas que Donald Trump se lève et qu'il aille bombarder le Venezuela, bombarder sa flotte aérienne et s'emparer de son président. Mais vraiment, mais tu comprenais que la Russie vient d'attaquer l'Ukraine. Je ne l'ai jamais dit, Bakayoko, s'il te plaît. Voilà, je ne l'ai jamais dit et je ne... Vous savez, il y a des différents accords entre des pays. Si ce sont ces accords-là qui sont appliqués, on peut le comprendre. Mais ici, aujourd'hui, c'est le droit international. Mon aîné Bledson a évoqué le cas Monroe à l'époque, mais après, le droit international est passé par là et je viens d'évoquer tout à l'heure ce qui peut permettre une intervention dans un pays étranger. Vous voyez, mais quand Donald Trump procède ainsi, je pense que c'est un grave précédent qu'il est en train de créer. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, la Chine peut se lever pour aller intervenir à Taïwan et que d'autres pays peuvent se lever pour aller intervenir ici et là et que, par exemple, la Russie, comme il l'a dit tantôt, peut accélérer son action militaire en Ukraine. Et on va se retrouver face à vraiment une troisième guerre mondiale ou à des actions militaires ici et là. Donc vraiment, c'est des choses... Qui se pose ça ne doit pas se faire. Dans cette action. Voilà, il se contredit dans cette action, étant donné qu'il n'y a pas longtemps, la FIFA vient de lui décerner un trophée d'homme de paix. Donc je pense que... il faut condamner cette action-là. Et moi, j'ai vu que l'Union africaine a condamné, mais j'ai voulu que, en fait, l'Union africaine a sorti un communiqué, mais n'a pas condamné ouvertement dans son communiqué l'action du président Donald Trump. Et je ne sais pas pourquoi l'Union africaine s'est réservée de condamner ouvertement. La question reste posée. On aura peut-être un des acteurs de l'Union africaine qui nous dira exactement pourquoi. C'est sur ce qu'on va terminer cette émission. Merci infiniment à Bledson Mathieu, Michel Betta, Lassine Bakayoko, Claver-Oula d'être venu contribuer à rehausser ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Davis Oyo, notre reporter sur le terrain. Merci à la réalisation. Vous pouvez continuer à suivre nos émissions sur nos canaux digitaux. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À très vite pour un autre débat dans le Club de la Presse. Merci.